Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, notre tour des chrétiens d'Orient, cette période de l'Avent continue. Nous sommes partis en Jordanie, vous vous rappelez bien, puis en Syrie. Et aujourd'hui, nous partons en Égypte, dont la communauté chrétienne, il faut le savoir, est la plus nombreuse du Proche-Orient et du Moyen-Orient. On dit qu'un chrétien oriental sur deux est un Égyptien. Alors, pour parler de cette communauté très importante, nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Clémence Djoukova. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Alors, je voudrais d'abord, avant de commencer à s'intéresser sur le sort tout particulier des Coptes en Égypte, faire un point avec vous sur l'Égypte en général et la situation du pays. Alors, l'Égypte est un pays à la fois très dynamique et qui cette année a eu une année vraiment assez difficile, notamment en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a eu des conséquences dramatiques sur le pays quant à son approvisionnement en blé, ce qui a provoqué notamment donc des débuts de pénurie, mais qui ont été heureusement réglés par le gouvernement, mais ça a eu pour conséquence des attaques contre la monnaie et une dévaluation assez violente et une crise financière, on va dire. Le gouvernement égyptien a dû faire appel à un prêt du FMI et donc ça a quand même des conséquences assez sérieuses sur la population. Donc avec cette dévaluation, donc il y a toujours le couple infernal dévaluation, inflation, et puis un début de crise de confiance avec cet emprunt au Fonds monétaire international, parce que nous savons que c'est jamais bon signe quand un État doit se tourner vers le FMI. C'est sûr. Alors, rappelons tout de même que nous, en France, on a reçu un avertissement du FMI. Alors, je ne pense pas qu'on soit dans la situation égyptienne. Malgré tout, on n'est pas non plus de très bons élèves. Alors, concernant maintenant les Coptes en particulier, d'abord rappeler aussi que l'Égypte est très présente dans les récits de la Bible, puisqu'on est dans cette période de la naissance de Jésus, enfin de l'Avent. Rappelez tout de même que dans l'Évangile selon Matthieu, après la naissance de Jésus, la Sainte Famille fuit Jérusalem et le roi Hérode, qui avait quand même ordonné le meurtre de tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem, pour fuir en Égypte. Et elle va rester en Égypte de plusieurs années. Oui, et d'ailleurs, c'est le sujet de la seconde partie de mon émission qui sera diffusée samedi soir, donc dans la nuit de Noël. C'est consacré à la fuite en Égypte et notamment à sa représentation dans l'art. Donc, je vous donne rendez-vous samedi soir à 19h30 voilà, pour en savoir sur plus. Cette antenne. C'est parfait. Et oui, effectivement, et on trouve, il y a énormément de traces de cette fuite en Égypte dans le pays. Et d'ailleurs, c'est très bien mis en valeur par le gouvernement. Les lieux de la fuite en Égypte ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, si ma mémoire est fidèle. Et donc, il y a tout un parcours qui est balisé par le ministère de la Culture. Et c'est vrai que c'est aussi un très beau pèlerinage à faire. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'Égypte, pour tout vous dire. C'était lors d'un pèlerinage sur les traces de la Sainte Famille avec la guide et conférencière Marie-Gabrielle Leblanc, et qui d'ailleurs le refait cette année. Et c'était vraiment un très beau moyen de découvrir l'Égypte par le biais chrétien, mais bien sûr, on a également visité les grands sites archéologiques égyptiens. Oui, bien sûr. On va parler d'ailleurs de comment les Égyptiens se préparent, enfin les Coptes se préparent à la fête de Noël. Mais avant, préciser tout de même, puisque vous commenciez à l'expliquer, le gouvernement a très bien mis en valeur, vous le dites, finalement l'apport chrétien de son pays. D'ailleurs, il n'y a pas de discrimination mise en place par le gouvernement là, vis-à-vis des chrétiens. Vous le confirmez, n'est-ce pas, Benjamin Blanchard ? Oui, tout à fait. Au contraire, vraiment, le gouvernement fait très attention à ce que tous les Égyptiens fassent bien partie, soient partie de la nation égyptienne. Et il y a quand même de gros efforts qui sont faits depuis le gouvernement actuel, donc depuis la fin du régime
des frères musulmans, avec notamment des signes symboliques qui sont quand même marquants. Chaque année, le président de la République, donc Abdel Fattah el-Sisi, se rend à la messe de la nuit de Noël. Alors, je ne dis pas qu'il reste toute la messe, qui est fort longue d'ailleurs chez les Coptes, mais en tout cas, c'est un signe d'attention qui est toujours très apprécié. Des signes plus concrets, quand il y a eu des églises qui avaient été détruites dans le passé, notamment sous le régime des frères musulmans, qui avaient été brûlées, le gouvernement a pris en charge leur reconstruction, ce qui est vraiment du jamais vu en Égypte. Avant, il n'y avait même pas le droit de les reconstruire. Donc, vous voyez le changement. Et puis, même des nouvelles églises sont créées, comme par exemple dans la nouvelle capitale. C'est le gouvernement qui a lancé la construction d'une nouvelle cathédrale pour la nouvelle capitale. Donc ça, ce sont des signes. Après, il y a aussi des signes politiques. Par exemple, le président de la Cour suprême est copte. Donc ça, c'est un poste très important dans l'ordre juridique égyptien, bien sûr. Et ce n'est pas négligeable que ce soit un copte qui soit président de la Cour suprême. Et bien sûr, il y a des ministres, des députés, etc. D'ailleurs, à préciser que depuis toujours, les coptes bénéficient en général, je dis ça parce que je suis allée lire sur la sociologie des Coptes, d'une meilleure éducation grâce aux actions qui ont été mises en place par l'Église sur place depuis en tout cas le 19e siècle. Alors, vous parliez de ces églises qui étaient créées, même investies par le pouvoir public, par le gouvernement. Ça, c'est quand même en effet un symbole très très fort. Malgré tout, l'Organisation de défense des chrétiens internationale Christian Concern, donc l'ICC, a rapporté, alors c'était que le 23 juin dernier, des musulmans intégristes ont vandalisé des propriétés qui appartenaient à des chrétiens coptes à proximité d'une église, l'église de l'Archange Michel. Donc l'ICC, cette organisation, rapporte qu'ils ont quand même lancé des projectiles à l'intérieur des maisons avant de les incendier, de les vandaliser, de vandaliser également les véhicules autour, et tout ça malgré la présence de forces de sécurité. Donc on voit bien ici qu'il y a une distension, peut-être une différence à faire entre le pouvoir public et ses efforts, et puis la communauté, une communauté musulmane intégriste qui s'opposait. En fait, là, le problème de cette église, c'était qu'elle avait été restaurée. Or, d'après une loi d'un texte islamique qui s'appelle les conditions d'Omar, il est interdit et de construire et de restaurer une église, et d'après eux, ça contredit la loi islamique. Voilà des tensions visiblement qui existent encore quand même en Égypte. Oui, tout à fait. Elles sont bien présentes, ces tensions. Alors, il faut savoir que cette loi islamique que je ne connaissais pas, mais par contre, je sais qu'elle a été transcrite dans le droit positif, dans le droit commun, et appliquée, en fait, jusqu'à la fin du régime des frères musulmans. Donc, mais c'est quelque chose qui n'est plus en vigueur dans le droit positif. Oui, donc, c'est ça. J'entends bien mais qui est encore mis en place par sous pression par certaines communautés. Des musulmans fanatiques réclament son application de nouveau. Il faut savoir que la population égyptienne est hélas bien travaillée par la propagande d'une confrérie qui s'appelle les Frères musulmans, qui a la particularité de vraiment d'être très politique. C'est pas seulement une confrérie de pieux musulmans très pieux, peut-être très fanatiques, etc. C'est aussi une confrérie qui veut avoir un poids politique. Oui, très actif. Alors, souvenez-vous, les Frères musulmans ont été créés en Égypte au début du XXe siècle par les Britanniques. Et donc l'Égypte, c'est le berceau des Frères musulmans ? Tout à fait, c'est le berceau des Frères musulmans et depuis, c'est vraiment leur terrain de jeu favori. Alors, ils sont interdits, les Frères musulmans sont interdits en Égypte. Sous Moubarak, Moubarak qui était le chef de l'État pendant 30 ans, de l'immobilisme complet, donc jusqu'à 2011. Sous Moubarak, ils étaient interdits, mais en fait, ils ont pu prospérer. À tel point qu'ils ont fini par prendre le pouvoir après la première révolution, donc de 2011. Donc Mohamed Morsi est élu président de l'Égypte. Et là, pendant plus d'un an, ils ont vraiment pu laisser libre cours à toutes leurs dérives en ayant les leviers du pouvoir jusqu'à être renversés par une révolution qui, il faut le dire, a été initiée par la rue chrétienne. Ce sont d'abord des chrétiens qui sont descendus dans la rue, suivis par des millions de gens. Donc, il y a eu pratiquement 30 millions de personnes dans la rue
en Égypte pour renverser le régime des frères musulmans. Et ça, c'est vraiment une révolution. C'est très important de dire ça pour bien comprendre ce qu'il se passe, parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue d'entendre que Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir par un coup d'État qui a renversé les frères musulmans, le régime des frères musulmans. Or, quand il y a 30 millions de personnes dans la rue sur un pays de 100 millions d'habitants, moi, je n'appelle pas ça un coup d'État, mais une révolution. Et jusqu'à aujourd'hui... Oui, une révolution colorée, une révolution comme voilà, on a pu et le jusqu'à aujourd'hui, alors ça rejoint l'actualité du Parlement européen, mais jusqu'à aujourd'hui, on voit pratiquement chaque mois une résolution du Parlement européen condamnant le gouvernement égyptien et revenant toujours sur les conditions de mise en place de ce gouvernement qui aurait été un coup d'État contre les grands démocrates qui étaient les frères musulmans. Benjamin Blanchard, ce que vous dites, c'est absolument c'est très intéressant, évidemment, et on comprend mieux à la lueur de tout ce qui se passe en ce moment au Parlement européen. On n'avait peut-être pas besoin des dernières actualités pour savoir qu'il y avait du lobbying, mais maintenant on le sait clairement, du Qatar, du Maroc, et évidemment, on sait que les frères musulmans sont présents au sein du Parlement européen. C'est une question que je voulais vous poser. Là, c'est très intéressant. Vous nous dites que les frères musulmans sont interdits en Égypte, mais on sait qu'en Europe, ils sont accueillis, notamment à travers une association qui est très proche d'eux, l'association Femiso. Et l'association Femiso est accueillie les bras ouverts au Parlement européen pour faire passer des lois. D'ailleurs, on a vu tous les scandales vis-à-vis des campagnes de communication et publicitaires avec... une femme à moitié voilée, etc. Mon hijab, mon choix, ma vie. Donc, comment vous l'expliquez ça aujourd'hui, que le berceau des frères musulmans ferme cette porte à ce mouvement intégriste et que nous, en Europe, on leur ouvre grand les bras? Ah, mais c'est inexplicable. En tout cas, vu de loin, cela semble inexplicable. Après, peut-être qu'il faudrait demander à ceux qui ont reçu de l'argent du Qatar quelques explications à ce sujet. En tout cas, il est très clair que jusqu'à aujourd'hui, peut-être est-ce en train de changer, mais le Qatar était fort proche des frères musulmans. Et donc, ces frères musulmans ont vraiment un poids sur la société égyptienne qui, hélas, est très important. Et le gouvernement égyptien lutte pied à pied contre cette influence, mais ce n'est pas facile de lutter contre cela, surtout que ça remonte à peu près un siècle. Donc, c'est un siècle de travail dans la société égyptienne contre lequel les autorités égyptiennes doivent lutter dans la société pour aller contre leurs idées qui sont nauséabondes, qui sont mortifères pour la société égyptienne. Parce que rappelons que les Coptes, ce n'est pas une petite minorité. Vous parliez tout à l'heure de la plus grande communauté chrétienne du monde arabe, du Proche-Orient. En chiffres, c'est entre 15 et 20 millions d'habitants, 15 et 20 millions de personnes sur un pays qui est de plus de 100 millions d'habitants. Donc et encore, alors, paraît-il que le décomptage est pas forcément à jour et plutôt en dessous de la réalité. Oui, tout à fait. Et il y a également une démographie qui est très importante chez les Coptes. Alors bien sûr, peut-être pas dans la bourgeoisie, dans la bonne société qui existe, qui est très importante. Il y a de très grandes entreprises, parmi les plus grands groupes industriels égyptiens qui sont détenus par des Coptes. Mais il y a aussi une petite société, notamment les chiffonniers, tous ces gens qui vivent dans les bidonvilles, et bien qui en grande majorité sont Coptes. Alors eux, ils ont une démographie très, très importante. On voit très facilement des familles de 8, 10 enfants. Et ça, en nombre, ce sont des gens qui comptent beaucoup. Et bien évidemment, avec SOS Chrétiens d'Orient, nous travaillons beaucoup à leur côté. Aider. Oui. Il y en a encore beaucoup des bidonvilles en Égypte et des chiffonniers, justement. Alors oui, des bidonvilles, il y en a encore beaucoup. Le gouvernement essaye de les reloger. Et donc, dans certains bidonvilles dans lesquels nous travaillons, nous voyons des immeubles en construction en vue de les reloger. Mais c'est notamment, je pense au bidonville du 15 mai, les immeubles sont construits, mais ils ne sont toujours pas mis à disposition. C'est un peu bizarre.
Mais par contre, même quand les gens sont relogés, ils continuent leur activité de chiffonnier, puisque c'est une activité utile et qui leur permet Gagner leur vie. de vivre, même si c'est assez ingrat et c'est une Précaire. activité très, très difficile. Évidemment. Alors, on va tout de même parler de Noël, puisqu'on est dans la période de l'Avent. Comment se prépare Noël? J'imagine, pour le coup, que les Coptes doivent préparer Noël de façon assez intensive. Enfin, ils sont très croyants, très pratiquants. Peut-être, d'ailleurs, une petite précision sur les Coptes, exactement, nous rappeler comment ce sont des orthodoxes ou des catholiques, les Coptes? Alors, ni l'un ni l'autre, ce sont des coptes. Donc, en fait, on appelle ça les églises des trois conciles. Alors, je vous renvoie à mes émissions du samedi soir, à la découverte des églises d'Orient. Mais en résumé, en fait, avec les Arméniens, les Syriaques et les Éthiopiens, ce sont des églises qui ont quitté la branche principale après le troisième concile, donc avant le concile de Chalcédoine, sur des questions de nature de Jésus. Qui est Jésus? Est-ce qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu, ou est-ce qu'il est d'abord Dieu avec une petite goutte d'apparence humaine ou quelque chose comme ça? Donc ce sont des questions assez techniques, mais à part cela, bien sûr, il croit, il récite le même credo que nous, que l'Église universelle, et donc Alors, comment sont bien prépare-t-il des Noël? églises. Voilà, ce sont bien des églises apostoliques. Alors, comment prépare-t-il Noël? Comme vous le disiez, les Coptes sont dans leur ensemble très pieux. Et donc, ça se sent dans la préparation. Et notamment, ils respectent, comme avant chaque grande fête, un jeûne. Alors, la particularité du jeûne chez les Coptes, c'est qu'il est très strict. Et puis, il est toujours plus long que chez les autres. Alors, chez nous, la période de pénitence, c'est l'Avent, c'est 4 semaines. Chez les Coptes, évidemment, ça commence plus tôt, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Et alors, je ne peux pas, comme je ne vis pas en Égypte, je ne peux pas vous donner le détail du jeûne, mais en fonction des jeûnes, il y a plus ou moins d'interdictions, avec bien sûr pas de viande, pas de produits animaux, et parfois ça va même jusqu'à pas d'huile. Pour faire le jeûne. Et donc ça, c'est vraiment la grande manière de préparer Noël. Et puis, bien évidemment, il y a les décorations, l'aspect festif qui se prépare. Et d'ailleurs, à SOS Chrétien d'Orient, comme pour Pâques, nous faisons des donations pour Noël, des donations particulières pour les familles les plus pauvres dans les bidonvilles dont nous parlions juste avant. Alors, avec notamment des donations de chocolat, des donations de viande, de produits qui sortent un peu de l'ordinaire, pour permettre aux pauvres gens de fêter Noël également, après un jeûne qui s'applique également pour eux, qui sont les premiers à suivre, et qui est très strict. Donc c'est d'autant plus apprécié d'avoir ces donations de viande et de chocolat pour Noël. Une donation que vous faites également en Syrie, on en parlait hier, de la viande pour toutes ces personnes qui en manquent tellement, d'ailleurs toute l'année, et pas seulement pendant cette période de jeûne. Et alors justement, est-ce que vous savez s'il y a un plat traditionnel de la fête de Noël en général sur place en Égypte? Alors sûrement, mais alors là j'avoue mon ignorance, Clémence, vous me posez une colle. Voilà, je vous renvoie à l'émission de samedi. mais... Voilà. J'ai fêté une seule fois Noël en Égypte, c'était la toute première fois lors de ce pèlerinage sur les traces de la fuite en Égypte. Alors donc il faut savoir que Noël est décalé en Égypte puisqu'ils suivent l'ancien calendrier, le calendrier qui était en vigueur en France et en Occident jusqu'au XVIe siècle, qu'on appelle le calendrier julien, donc mis en place sous Jules César, et il y a un décalage de 13 jours avec nous. Donc, alors, c'est pas non plus la même date que le Noël orthodoxe, alors? C'est encore une autre date. Si, c'est ça, c'est le 7 janvier. C'est 13 jours de décalage. Janvier, c'est ça, Voilà, 13 jours de décalage. Alors, pour eux, c'est 25 décembre. C'est le 25 décembre qui arrive 13 jours plus tard. Donc, Noël est fêté dans la nuit du 6 au 7 janvier. Et puis, alors, je parle de mon souvenir quand j'étais allée justement pour Noël en Égypte. Il me semble que vraiment, les messes sont, pour la grande majorité, je ne voudrais pas me tromper, à minuit, les messes de Noël. On ne fait pas de messes comme nous, un peu arrangeantes, familiales, à 18h par exemple. Tout à fait, oui. Chez les Coptes, vraiment, ils sont très sérieux sur ces plans-là. Donc, la messe de minuit est à minuit, et puis elle se déploie avec toute son ampleur, et elle dure un certain temps. Donc, c'est la liturgie copte. Elle est assez longue, et donc il n'est pas rare qu'il termine la prière au milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin.
Et puis, il faut bien préciser qu'avant la messe, il y a les matines de Noël qui sont chantées, puisque c'est par ces matines de Noël que commence vraiment la fête de Noël. C'est ce qui marque l'entrée dans la journée liturgique de Noël. Et alors tout cela est bien sûr chanté dans les 10 églises coptes intégralement. Donc évidemment, les coptes pieux peuvent passer leur soirée, leur nuit à l'église à prier. À prier et chanter. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas Benjamin Blanchard pour ce bel éclairage sur les coptes d'Égypte qui sont, comme vous l'avez entendu, particulièrement marqués par l'histoire de la Sainte Famille. Donc c'est très important de penser également à eux en cette période de l'Avent. Merci encore Benjamin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.